Si vous m'autorisez, je vais commencer par deux mots sur notre Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne, qui donc organise cette conférence ce soir. Maison que tout le monde ne connaît pas forcément. Je rappelle que nous sommes tout simplement une association de citoyens qui avons à cœur de porter et de transmettre l'envie d'Europe. Dieu sait si en ce moment on en a besoin, surtout quand on voit certains candidats à l'élection présidentielle. Et donc nous avons besoin, et nous le faisons auprès de tous les publics, notamment dans le cadre de tout ce qui est le système de l'éducation et d'enseignement, du primaire, en passant par les lycées, tous les enseignements supérieurs, que ce soit l'université ou les grandes écoles, mais bien évidemment auprès de nos concitoyens, qu'ils se trouvent dans n'importe quelle partie de notre territoire. Notre territoire, je rappelle, c'est essentiellement le département où nous bénéficions de 14 relais que nous avons mis en place et qui font que nous essayons d'être en proximité, et sachant que aussi ce que nous essayons de faire, c'est de rendre l'Union européenne en proximité de vous tous. Donc, comme vous le savez, nous sommes en plein de deux organisations, deux manifestations importantes. D'une part, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous savez que cette conférence de l'avenir de l'Europe, c'est cet ensemble de sollicitations un peu partout dans tous les pays où on demande aux citoyens d'apporter leurs contributions, leurs avis pour faire avancer cette Europe que nous souhaitons encore meilleure, encore peut-être plus importante et mieux vue dans le monde entier, mais qui a besoin aussi de se structurer en interne. Sur l'avenir de l'Europe, deuxième point, eh bien, dont vous entendez sûrement de plus en plus parler maintenant au travers de nos journaux, dont celui que nous aimons bien, n'est-ce pas, Fabien? Donc, la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Lors du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a donné les principaux enjeux de cette présidence, et qui sont trois mots: relance, puissance, appartenance. L'essentiel est de savoir qu'est-ce que l'on va mettre derrière ces trois mots. Je pense que le schéma le plus important, c'est dans le qu'on peut appeler le concert des nations. Eh bien, c'est de rendre l'Union européenne plus visible, plus puissante, en permettant, et vers l'extérieur. Quand on dit vers l'extérieur, ça peut être la Chine, ça peut être la Turquie, ça peut être la Russie, c'est aussi un peu les États-Unis. Mais c'est aussi, quand on dit appartenance, eh bien appartenance, c'est que chacun des citoyens se sente effectivement partie prenante de ce grand ensemble de plus de 450 millions d'habitants. Et donc la Maison de l'Europe s'inscrit au sein de ces deux mouvements. Et ce soir, donc, vous assistez à une conférence inaugurale qui sera suivie de 4 conférences, elles, en présentiel. Et je vous parlerai de ces 4 conférences à la fin, quand tous nos invités se seront exprimés et que notre ami Fabien Cazenave aura donné, je dirais, le clap de fin. Si nous avons donné à cette conférence le titre suivant: l'Europe est loin de la Bretagne, vraiment, vraiment, ben c'est pour paraphraser ce que nous entendons assez régulièrement ici ou là. Nous pensons que nous ne devons pas laisser ce genre de message dans l'esprit de nos concitoyens. C'est du moins la mission que la Maison de l'Europe et de Rennes et de Haute-Bretagne s'est donnée. Et cette mission, c'est rendre l'Union européenne et donc les institutions européennes, qu'elles soient à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg, en proximité de nos territoires et de nos concitoyens. Vous le verrez ce soir, nos trois invités, que je ne présente pas, je laisse ce rôle à Fabien, mais donc messieurs Stéphane Perrin et Carlo Girlanda et Madame Anne Körfer, que je remercie vraiment très chaleureusement, représentent trois rouages essentiels pour passer de notre territoire à la Commission européenne et aux institutions européennes, et réciproquement. Je m'éclipse et je vais vous laisser échanger entre vous en demandant donc à Fabien Cazenave de bien vouloir présenter nos trois invités. Merci à vous et à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci Michel Dorin de cette présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Fabien Cazenave, journaliste à Ouest France spécialisé dans les questions européennes. J'aurai le plaisir ce soir d'échanger, de jouer le modérateur pour répartir la parole entre trois personnalités qui se proposent d'intervenir sur la question titre de cette conférence: quelle est la valeur ajoutée des financements européens en Bretagne? Nous entendrons tout d'abord Stéphane Perrin, vice-président de la région Bretagne. Monsieur Perrin, quand je vous donnerai la parole dans quelques secondes, n'hésitez pas à nous dire
l'étendue exacte de vos compétences, puisqu'on sait que quand on est vice-président d'une région, on a beaucoup de compétences à gérer. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Carlo Girlanda, qui est manager des programmes de financement à la DG Régio, donc la direction générale pour les régions de la Commission européenne. Et puis ensuite, nous entendrons Aude Kerfer, de la délégation de la Bretagne à Bruxelles, qui va notamment nous expliquer un petit peu justement c'est quoi cette présence bretonne à Bruxelles et en quoi est-ce que c'est important justement pour la région. Alors, je vais laisser M. Perrin nous dire combien d'argent les Bretons reçoivent de l'Europe, mais juste pour rappeler, sur le dernier budget, le FEDER, par exemple, le Fonds européen de développement régional, ça représente 8,4 milliards d'euros pour la politique de cohésion, dans la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. C'est quelque chose d'énorme. Et je rappellerai juste, et M. Girlanda le confirmera, que cet argent n'est pas réparti de manière égalitaire. L'Union européenne fait attention à d'abord utilise ces fonds de manière solidaire et donc aide les régions les plus qui ont le plus besoin de cet argent, de cette solidarité européenne, et ce qui n'empêche pas d'accompagner certaines régions qui sont un petit peu plus riches pour pouvoir justement développer d'autres projets. Et on va voir que ces fonds européens sont souvent permettent à une sorte d'effet levier qui permettent à des programmes qui n'auraient pas pu voir le jour parce qu'il manquait une toute petite partie des fonds, de pouvoir se faire. C'est aussi ça, à ça que sert l'argent européen. Alors, je me tourne vers Stéphane Perrin. Monsieur Perrin, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. J'ai envie de vous demander tout d'abord, concrètement, c'est beaucoup de sous l'argent européen pour la Bretagne? Alors, c'est beaucoup d'argent. Je rappelle que le budget de la région, le budget annuel de la région, pour vous donner une première échelle de valeur, c'est 1,6 milliard aujourd'hui, 1,6 milliard par an. 1,6 milliard, ça paraît beaucoup, mais je précise toujours que quand on fait le rapport, enfin, ou la comparaison avec d'abord d'autres collectivités bretonnes, finalement, nous ne sommes pas aussi richement dotés que cela. C'est-à-dire qu'on est à peu près au niveau du budget du département d'Ille-et-Vilaine, un peu au-dessus, c'est vrai, depuis qu'il y a eu des transferts de compétences, ou de la métropole rennaise. Donc, c'est vrai que nous avons la charge, si je puis dire, de 3 millions d'habitants, un peu plus, avec un budget d'1,6 milliard annuel. Les fonds européens, dans ce dispositif-là, alors les fonds européens, on raisonne toujours, non pas en rythme annuel, mais sur des périodes de programmation. Donc là, on vient d'achever, ou on est en cours d'achèvement d'une période de programmation qui nous a emmenés de 2014 à 2020. Lorsqu'on regarde les montants et qu'on les compare à ce 1,6 milliard que j'évoquais, vous avez pour le FEDER que vous avez évoqué 381 millions d'euros. Vous avez pour le FEADER, qui est la dimension plutôt à destination de la ruralité et du monde agricole, dont on sait qu'en Bretagne, il a une importance particulière, 531 millions d'euros. Pour le Fonds social européen, 122 millions d'euros. Et 62 millions, enfin, c'est réparti État et région, mais c'est 122 plus 62. Et puis le FEAMP, qui est destiné au monde de la pêche, 55 millions d'euros. Donc, sur la période 2014-2020, c'est près de 890 millions d'euros qui ont été accordés au titre des fonds européens en Bretagne. Et lorsque l'on regarde à l'autre bout de l'échelle les projets qui ont été financés, ce sont à chaque fois des projets qui sont très structurants pour le territoire, quelle que soit leur dimension. Vous avez des très gros projets qui sont subventionnés par les fonds européens et, comme vous l'avez dit, avec un effet de levier obtenu grâce à ces fonds européens. Je citerai deux exemples de gros objets. Il y a le déploiement de la fibre optique. En Bretagne, on sait que c'est un sujet qui génère une attente sociale, une demande sociale très forte. C'était un engagement qu'avait pris Jean-Yves Le Drian en son temps, que toute la Bretagne soit fibrée en 2026. Nous serons probablement une des seules régions françaises à avoir ce 100% de fibre, je dis bien de fibre, avec un réseau
qui est un réseau public de fibres, donc il n'est pas à la main des opérateurs privés, c'est un réseau public, c'est un service public que nous créons, un service public régional, donc ce n'est pas neutre. C'est pas possible, ou c'est une opération qui est impossible s'il n'y a pas derrière des financements au titre du FEDER qui interviennent pour porter ce projet. C'est 79 millions d'euros de fonds FEDER qui ont été mobilisés sur la fibre. Un autre projet structurant, et je prends à nouveau un gros objet, c'est le port de Brest avec ce quai qui est en cours de construction pour les énergies marines renouvelables. C'est 15 millions d'euros sur un projet qui dépasse les 200 millions, mais c'est 15 millions d'euros. Et donc, on a 15 millions d'euros qui sont mobilisés au travers des fonds européens pour ce qui est à la fois une politique industrielle. On dit souvent que l'Europe n'a pas de politique industrielle, mais là, elle vient financer un projet qui est un projet de développement d'une filière industrielle, donc avec des emplois à la clé, et en plus sur une filière, les énergies marines renouvelables, qui est une filière de transition. Et quand on a mobilisé des fonds FEDER sur ce polder de Brest, on n'était pas encore dans les paquets climat que la Commission vient de présenter, donc on était certes déjà dans la sensibilisation sur la question de la transition et des transitions, mais on voit bien qu'on était déjà engagé, grâce à des fonds européens qu'on a pu mobiliser, dans ces dispositifs-là. Et puis, tout à l'autre bout de l'échelle, je vais prendre l'exemple du FEADER pour prendre un autre sujet qui est important en Bretagne. Nous avons, grâce au FEADER… Et donc le FEADER, c'est le… Voilà. Alors, on va dire ça comme ça, c'est on va dire la matérialisation financière de la politique agricole commune. Je dis ça de manière très, très rapide et les puristes me pardonneront. Mais on a mobilisé 83 millions d'euros sur des mesures agri-environnementales et climatiques. C'est un choix de la région d'avoir mobilisé des fonds européens pour cet objet-là, pour cet objectif-là. Et concrètement, c'est quoi? C'est accompagner des agriculteurs dans des changements de modèles agricoles pour avoir des modèles qui soient plus respectueux de notre environnement, de notre sujet de la qualité de l'eau. Et j'en profite pour dire qu'on a là les deux dimensions de ce que peut être l'action de l'Union européenne sur un territoire. On a la partie réglementaire, et on sait que nous avions des objectifs sur la qualité de l'eau, notamment les fameuses directives nitrates, et la France était en contentieux devant la Cour de justice de l'Union du fait de la mauvaise qualité des eaux en Bretagne, mais parce que nous avons fait ces démarches d'accompagnement et parce que nous avons mobilisé le monde agricole, nous sommes sortis de ces contentieux européens. Nous n'avons plus aujourd'hui, nous n'avons pas ces contentieux. D'autres régions d'Europe ou d'autres pays d'Europe rentrent dans ces contentieux. Donc, l'Union européenne n'est pas seulement celle qui fixe une règle et qui tape sur les doigts quand les règles ne sont pas respectées, mais j'ai la faiblesse de penser que s'il n'y avait pas eu ces directives européennes par les seules mesures nationales, on voit bien que des fois on est un peu tenté lorsqu'on prend des mesures nationales de les éviter dans un second temps. Là, on a une norme européenne avec un objectif qui est fixé, c'est une directive, donc on fixe un objectif et aux États membres de trouver les moyens pour les atteindre. Et là, en l'occurrence, les moyens qu'on a mobilisés en MAEC nous ont permis de faire ces transitions en matière agricole. Et puis, on pourrait faire le même exercice pour montrer l'accompagnement à l'échelle individuelle pour les pêcheurs, avec beaucoup d'investissements pour, sur la pêche, d'abord moderniser la flotte de pêche, mais la moderniser dans un sens aussi qui soit plus soucieux de la préservation de l'environnement, des projets en faveur, par exemple, de l'efficacité énergétique des navires de pêche, quand on sait que longtemps nos pêcheurs ont été, on s'en souvient, à Rennes en particulier, pris dans une seringue quand le coût du pétrole augmentait. Quand on arrive à financer des améliorations énergétiques sur les bateaux de pêche, on voit bien là aussi qu'on répond à une problématique très concrète. Et tout ça, ça se fait parce qu'on a cette capacité à mobiliser des fonds européens qui sont décisifs. Donc, vous voyez qu'à la fois, et j'ai pris que quelques exemples, sur des très grosses opérations qui sont vraiment structurantes, mais qui sont des grandes opérations, mais aussi des petites opérations, des aides à des bénéficiaires qui sont des structures agricoles, des petites structures agricoles qui sont les exploitations familiales qu'on connaît en Bretagne,
avec des dimensionnements très différents, les deux échelles nous ont permis de répondre à des problématiques qui sont très importantes. Alors, c'est pour ça qu'il faut parfois raisonner en termes de montants financiers, mais il faut parfois aussi raisonner en termes de nombre de projets qui ont été accompagnés. Et sur la période que je décrivais, 2014-2020, c'est plus de 30 000 projets qui ont été aidés via les fonds européens. Peut-être que nous avons une difficulté à le faire savoir. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de circuler dans d'autres États membres de l'Union européenne où on affiche plus volontiers, on va dire ça comme ça, le soutien que l'Europe a apporté sur les territoires. Mais c'est de fait 30 000 bénéficiaires, alors encore une fois, des collectivités, mais aussi des porteurs des acteurs économiques qui ont été aidés. Et je termine en évoquant le dernier fonds, qui est celui que nous sommes en train de déployer, qui est le fonds REACT-UE, qui est un fonds de crise, de lutte contre la crise. On a longtemps reproché à l'Union européenne d'être dans une gestion un peu rigoriste sur la donnée budgétaire. Là, on a la démonstration qu'on est en capacité d'avoir un plan de financement massif face à la crise. Et je rappelle toujours que si on peut le faire, c'est parce qu'il y a derrière la capacité de l'Union européenne, avec la signature de l'Union européenne, à lever ces fonds. Parce que souvenons-nous quand même qu'il y a nécessité de financer ces politiques, que ça peut être très compliqué de le faire par l'impôt, d'ailleurs que l'Union européenne, je ne vais pas ouvrir le sujet, mais ça peut en être un, ne lève pas directement l'impôt. Il y a toute la question des ressources propres, mais on voit bien que compte tenu de la contrainte financière dans laquelle se trouvent beaucoup d'États membres, c'est parce qu'il y a cette signature de l'Union européenne qu'on est en capacité de lever ces fonds. Et le fonds REACT-UE, moi je le vois, il est en train d'être déployé, va nous permettre de financer des projets à l'échelle régionale. Je pense par exemple à beaucoup de projets de réhabilitation de bâtiments universitaires, alors dans un objectif de performance énergétique. Mais il y a dans les différentes intercommunalités une myriade de projets qui sont financés par ce plan de relance européen, qui sont des projets qui sont eux-mêmes des projets de transition. Il y a énormément, par exemple, de financement de voies douces, par exemple, qui sont portés par les intercommunalités. Et ça se fait par le biais du fonds REACT-UE. Et donc, on a sur cette période, qui est une période très courte, 21-23, 94 millions d'euros qui sont mobilisés en Bretagne par un plan de relance. Donc, quand vous injectez en 2 ans 94 millions d'euros sur des projets d'investissement en économie, dans le numérique, dans la rénovation énergétique des bâtiments, et puis dans des projets dans les territoires avec des sommes qui, selon les intercommunalités, vont de centaines de milliers d'euros jusqu'aux millions d'euros. Donc, quand ça arrive dans le budget d'une collectivité ou d'une intercommunalité, ce n'est pas neutre quand même. Et ça permet à ces collectivités d'avoir là aussi des effets de levier sur leurs propres investissements. Donc, ce que je veux dire, et j'en terminerai par là, c'est que finalement, quand on regarde ces fonds européens en période longue, quand on regarde aussi ce qui a pu être déclenché en période courte, en mode gestion de crise, eh bien, on voit bien qu'on est sur des projets qui sont extrêmement concrets, extrêmement précis, et qui ne sont pas de l'arrosage, on va dire, d'argent public de manière imprécise. C'est qu'en plus, à chaque fois, on a la possibilité, alors soit parce que l'Union européenne fixe un cadre, soit parce que nous le décidons, nous, régions, en tant qu'autorité de gestion de ces fonds, de les orienter vers des dispositifs de transition. Et si nous avons demandé d'ailleurs à l'État, qui nous l'a refusé pour l'instant, mais d'avoir une maîtrise plus importante des fonds de la politique agricole commune, c'est bien parce que nous avons perçu que c'est avec cet argent-là que nous avons la capacité d'accompagner les transitions. Je citerai l'exemple du plan algues vertes. Si nous nous en remettons au fond de la région pour lutter contre le phénomène des algues vertes, soyons clairs, c'est un combat qui est perdu d'avance. Si le président du conseil régional de Ix-Chêne-et-Girard a demandé à l'État d'avoir la pleine maîtrise de l'ensemble des fonds en matière agricole, c'est bien parce que c'est avec
cette capacité financière-là, qu'on a la capacité de réorienter les modèles de production agricole et de ne plus lutter comme on le fait aujourd'hui avec un cure-dent face à un phénomène qui est massif. Parce qu'encore une fois, avec notre budget agricole, nous n'y arrivons pas. Avec les fonds européens en matière d'agriculture, là oui, nous sommes à la bonne échelle pour réorienter les modèles de production. Alors, je vous remercie, Monsieur Perrin, de cette présentation complète. Je vais passer aux autres invités, mais je me permets de rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que vous pouvez, en appuyant sur la petite bulle dans la barre noire que vous avez, ou blanche, je ne sais pas comment ça s'affiche chez vous, mais pouvoir faire apparaître la conversation, l'espace conversation, où vous pouvez poser vos questions que je tenterai de relayer. Alors, je vois que, par exemple, Silas nous en a déjà posé une. Alors, je vais faire un premier tour des intervenants, et puis après, je reprendrai les premières questions qui arrivent. L'idée étant d'avoir le maximum de questions et donc le maximum de réponses également. Ceci étant dit, je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent de bien penser à éteindre leur micro. Comme ça évite les petits bruits parasites pour nos intervenants. Et en plus, si vous éteignez bien vos micros et vos caméras, en plus, on aura une qualité de vidéo qui sera encore meilleure. Donc, on a entendu la Bretagne, quand même 30 000 projets financés grâce aux fonds européens. On voit bien qu'il y a non seulement un effet beaucoup d'argent, beaucoup de 890 millions d'euros sur la dernière période, qu'on dit pluriannuelle, c'est-à-dire qu'en fait, les fonds européens sont prévus sur plusieurs années. On les prévoit à l'avance, c'est pour ça qu'on dit ça on utilise ce terme-là, 890 millions d'euros, 30 000 projets financés, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi de gens qui bénéficient de fonds européens. Et je me tourne vers Carlo Girlanda, donc, qui est manager des programmes de financement à la DG Régio, à la Direction générale pour les régions. J'ai envie de vous demander, on voit que c'est important pour les régions. Comment est-ce que vous, à la Commission, vous décidez justement de verser ces fonds? C'est vous, dans votre bureau, qu'on dit grille à la Commission européenne, au Berlaymont. Est-ce que c'est vous tout seul dans votre bureau qui décidez, ou vous êtes en relation avec d'autres acteurs? Je laisse la parole, Carlo Girlanda. Merci, bonsoir à tous. J'en profite tout d'abord pour remercier la Maison de l'Europe de m'avoir invité à participer à cet échange. C'est une invitation à laquelle j'ai répondu avec beaucoup de plaisir, parce que c'est vrai que je vous parle aujourd'hui de Bruxelles, mais j'ai l'habitude d'être en Bretagne notamment, parce que j'ai le plaisir de suivre notamment le programme d'investissement du Fonds de développement régional européen, en Bretagne en particulier. Donc, je connais très bien votre région et je suis ravi de pouvoir être aux côtés de vous, de Stéphane Perrin, d'Aude Korfer, pour essayer d'apporter un petit éclairage de ce qui se passe dans les bureaux à Bruxelles. Effectivement, nous avons besoin également de ces moments d'échange, parce que la Commission n'agit pas dans une tour d'ivoire, et au contraire, votre question me permet de préciser l'un des principes fondamentaux de l'action européenne, et en particulier des politiques d'investissement européennes, qui doivent répondre à des exigences, premièrement, de partenariat, parce que nous travaillons avec les États membres et avec les territoires, en particulier pour ce qui est de la politique de cohésion, donc la politique qui est au service de cet objectif de solidarité européenne que vous avez évoqué au début de notre échange. Mais elle agit également, non pas en imposant un menu d'investissement qui serait vraiment la traduction de la vision de l'Union européenne ou de la Commission, encore pire pour certains, sur les territoires, mais notre objectif est plutôt celui de poser un cadre, de définir les intérêts stratégiques européens,
qui sont partagés par l'ensemble des États membres. Donc, ce n'est pas une imposition des institutions européennes, ce sont le résultat de discussions, d'échanges entre les différents pays. Donc, ça reflète vraiment l'intérêt commun des pays membres. Et ensuite, puisque nous savons que nous faisons face à des défis communs, mais chaque territoire présente a des besoins particuliers, a des atouts spécifiques dont il faut tenir compte. Nous travaillons en collaboration très étroite avec les autorités locales et donc pour la Bretagne avec le conseil régional pour essayer de définir un cadre d'intervention qui puisse permettre de contribuer à la réalisation de ces objectifs européens, mais en épousant quelque part, en rejoignant les gros objectifs de développement des territoires. Et c'est pour ça qu'au début de chaque période pluriannuelle, comme vous l'avez rappelé, d'investissement, de programmation des investissements, nous avons un moment d'échange, de réflexion commun, très intense, qui dure plusieurs mois et qui est en cours d'ailleurs pour la période qui va démarrer l'année prochaine, très probablement. Est-ce que vous avez c'est Jean-Yves Bozek qui nous pose la question, est-ce que vous avez déjà le montant alloué à la Bretagne pour la programmation 2021-2027 ? Oui, en fait, le montant sera très sensiblement de même entité par rapport à la période précédente, mais la prochaine période pluriannuelle sera également le moment où se déploieront plutôt de nouveaux instruments, comme l'a rappelé Stéphane Perrin tout à l'heure, qui sont l'expression, le résultat de la mobilisation de l'Europe face à la pandémie du Covid. Et donc, ce fonds REACT-EU qui est déjà en train d'être mis en œuvre, mais également d'autres instruments comme, par exemple, le fonds pour la relance et la résilience qui est défini au niveau national, mais qui a ensuite ses applications, sa ventilation au niveau local. Et donc, au-delà de l'enveloppe, je dirais, ordinaire, c'est-à-dire que la région a l'habitude de gérer normalement au fur et à mesure des périodes de programmation, la prochaine période marque vraiment un changement extrêmement important parce que la Commission européenne a réussi, avec l'aide des États membres qui ont accepté la proposition, à mobiliser des moyens extraordinaires qui prévoient, par exemple, la levée d'une dette commune, chose qui était absolument impensable jusqu'à il y a pas très longtemps. Et donc, il y aura des moyens financiers exceptionnels et additionnels qui vont aussi être au service notamment des objectifs climatiques de l'accord de Paris, mais de l'ensemble des défis de développement et de transition économique et écologique que les différents territoires doivent affronter. Oui, Voilà, parce que donc, la Commission a imposé que la Commission et donc les États membres ont imposé que dans les plans de relance nationaux, il y ait, je crois, 37% dédiés aux objectifs climatiques et environ un quart pour la transition numérique également, c'est ça ? Alors tout ça, effectivement, fait partie d'une vision stratégique qui permet de mettre en œuvre les objectifs communs que se sont donnés les États membres, c'est-à-dire arriver à la neutralité carbone à horizon 2050, par exemple, ou atteindre un niveau de baisse d'émissions très sensible, dépassant les 50% à horizon 2030. Donc une échéance très très rapproché finalement quand on pense aux défis que ça représente. Voilà, donc c'est un petit peu le contexte et le cadre dans lequel on s'inscrit. Alors, merci beaucoup. Je reviendrai vers vous tout à l'heure parce qu'on a une question notamment sur le fait de savoir si la région doit rendre des comptes sur
à l'UE, à votre DG. Donc, je rappelle pour les gens qui ne sont pas familiers des institutions européennes que les directions générales, c'est un peu comme des ministères, si vous voulez, au niveau de la Commission. La Commission qui n'est pas un gouvernement, mais enfin bon, qui est quand même un exécutif au niveau européen. Donc, je reviendrai vers vous tout à l'heure, Carlo Girlanda. Je me permets de me tourner vers Aude Koerfer, qui est membre de la délégation de la Bretagne à Bruxelles, puisque la région Bretagne a la spécificité d'être une région qui a depuis longtemps une délégation pour pouvoir être un lobby. Voilà, la Bretagne est un lobby. Ce n'est pas simplement des drapeaux bretons dans les festivals, c'est aussi un lobby à Bruxelles. Et donc, justement, Aude Koerfer, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu l'historique de cette présence régionale à Bruxelles et vos missions, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à imaginer. Vous êtes une lobbyiste, en fait? Merci, bonsoir à tout le monde. Donc, les régions, en fait, au niveau européen, on va dire qu'elles ont commencé à être présentes à Bruxelles au milieu des années 80, et notamment des régions allemandes. Et les premières régions françaises se sont installées toute fin des années 80, début des années 90. Et dans le cas de la Bretagne, on a fêté en fait en 2020 les 30 ans de présence de la région à Bruxelles, donc une installation depuis 1990, qui était liée voilà, à une prise de conscience que les régions en fait avaient besoin d'être en lien direct avec les institutions et pas seulement représentées par le niveau national pour porter leur spécificité notamment. Dans l'historique en fait de mobilisation de la Bretagne à Bruxelles, il y a un dossier clé qui reste encore d'actualité, c'est la problématique de l'accessibilité en fait. Et cette problématique de l'accessibilité, M. Perrin l'a mentionné aussi à travers le numérique, mais c'est aussi la question des transports. Et il faut bien avoir à l'esprit que ce sentiment d'être loin de l'Europe, en fait, il devient un sujet de mobilisation régionale bien avant l'ouverture d'un bureau à Bruxelles. Et je pense que c'est important de revenir sur la création de la CRPM, donc la Conférence des régions périphériques maritimes, qui a été créée en Bretagne en 1973. Donc, dans peu de temps, on fêtera les 50 ans de ce réseau de régions. Et donc, dans ce réseau, il y a le terme de périphérique. Et donc, c'est vrai que ça a été vraiment l'élément de mobilisation de nombreuses régions qui avaient ce sentiment d'être éloignées et qui ont donc travaillé pour vraiment, au fil des années, asseoir la place des régions dans les politiques européennes, et la politique régionale est forcément le meilleur exemple en la matière. Vous dites périphérique parce que vous n'avez pas de frontière avec un autre pays. Alors, c'est plus vrai depuis le Brexit, mais c'était un peu ce sentiment-là, c'était le fait que la Bretagne n'avait pas de frontière commune avec un autre pays européen, c'est ça? Alors, c'était plus un sentiment d'éloignement. Qu'on soit bien, voilà, c'est souvent un petit point qu'on a à rappeler à certains acteurs du territoire, c'est que la région Bretagne n'est pas une région ultra-périphérique. Les régions ultra-périphériques, c'est quelque chose de très bien défini. Dans le cadre de la France, ça va concerner les régions de l'outre-mer. Pour des pays comme le Portugal, ça va être des Açores ou les Canaries pour l'Espagne. Et donc, ça a été un moteur de mobilisation. Et dans les grandes mobilisations de la région Bretagne à Bruxelles, il y a eu par exemple le financement, la mobilisation du FEDER dont on parle depuis tout à l'heure pour financer les infrastructures ferroviaires. Donc ça a été un dossier aussi important sur toutes ces décennies. Mais néanmoins, ce sentiment de distance, d'éloignement avec Bruxelles, il est important de le relativiser, puisque justement le déploiement de la ligne grande vitesse fait qu'on a un éloignement relatif par rapport à d'autres régions.
qu'on pense à des régions tout au nord de la Finlande ou de la Roumanie ou de certaines îles grecques, par exemple. Et donc, voilà, c'est des choses qui évoluent. Et peut-être que je vous précise rapidement les missions. Sur la LGV, mais sans dire ce que nous faisions. Oui, alors juste sur la LGV, il me semble que non seulement l'Union européenne a apporté son obol pour le financement d'une partie de la LGV, mais que la Bretagne a obtenu des financements supplémentaires en plus, c'est ça? Historiquement, ce n'était pas l'obtention de financement supplémentaire, mais simplement, en fait, les règlements ne prévoyaient pas initialement que les régions financent ce type d'infrastructure. Et donc, en expliquant l'importance de cette infrastructure pour le territoire régional, donc une négociation, des explications, des arguments, la Bretagne était parvenue en fait à expliquer la nécessité, et on voit les impacts positifs pour le territoire in fine. D'accord, donc bon, voilà, on voit que finalement vous êtes un bon lobby, puisque c'est exactement ça, c'est convaincre ses partenaires de l'intérêt qu'ils ont à suivre votre point de vue. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu maintenant des compétences que vous avez justement? Alors, donc, la délégation représente la région Bretagne et va avoir des relations uniquement ponctuelles avec les autres acteurs du territoire au titre de conseil ou d'orientation vers les bonnes portes, essentiellement au niveau des institutions. Donc, nos missions, en fait, il y en a 4. Une première, c'est vraiment d'être ce fil permanent d'information entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe au niveau régional, et nécessairement une information qui va aller dans les deux sens. Et pour ce qui s'agit de l'information européenne, c'est une information qu'on va recueillir à la fois en contact direct avec les interlocuteurs dans les institutions européennes, que ce soit la Commission européenne que représente Carlo Ghirlanda ce soir, ou au niveau du Parlement. On travaille également en lien avec la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour l'institution du Conseil. Et oui, puis qui est l'équivalent de l'ambassade en fait, de la France auprès de la Commission. Oui. Non, mais je traduis parce que des fois, représentation permanente, c'est pas. Enfin voilà, c'est une sorte d'ambassade. Et sachez que la Commission. De l'Union européenne et pas seulement de la Commission, pour être précise. Voilà, tout à fait. Merci. Et je précise juste que la Commission a également une représentation, la REP, comme on dit dans le milieu européen, à Paris, qui permet justement d'aller toquer au ministère et pas simplement de prévoir les visites des commissaires, etc. Enfin voilà, donc ça va dans les deux sens. Voilà, je précise parce que parfois, parmi nos spectateurs ce soir, il y en a peut-être qui ne sont pas forcément familiarisés avec tout ça. Voilà, je vous redonne la parole, Aude Koerfer. Merci. Donc voilà, je vais mentionner cette première mission de passerelle d'information. La deuxième mission, c'est vraiment la défense des intérêts du territoire. Donc oui, ça s'appelle du lobbying, mais dès lors qu'il s'agit d'une défense de l'intérêt général du territoire, c'est un lobbying à bien distinguer d'autres lobbying on peut retrouver dans certains journaux, par exemple. Et dans nos autres missions qui sont aussi importantes, il y en a une qui va concerner vraiment les missions de représentation à la fois protocolaire et puis également de relais de l'image de la Bretagne à Bruxelles. Et une dernière mission qui, elle, est beaucoup plus pédagogique et en lien en fait avec les acteurs du territoire, c'est notre mission d'accueil. C'est-à-dire qu'on a d'une part de l'accueil de groupes, qu'il s'agisse de scolaires, d'universitaires, d'acteurs économiques ou d'élus locaux. Et on est également un lieu de passage, en fait, c'est ce terme de maison de la Bretagne à Bruxelles, pour les acteurs qui ont leur propre démarche, qui font partie de réseaux européens qui vont concerner leur filière.
Et donc, nous, voilà, on garde le contact avec ces acteurs qui se mobilisent à Bruxelles, et je pourrais par la suite vous expliquer de façon plus précise comment on se mobilise, mais je vais peut-être vous rendre la parole. Je vous remercie beaucoup. Je vois déjà des questions qui arrivent dans le chat, là, dans l'espace conversation. N'hésitez pas à poser, vous également, vos questions si vous avez une précision à demander ou si vous avez une question qui vous vient en écoutant nos intervenants. On a une question que j'ai commencé à introduire un peu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est Stéphane Perrin ou si c'est Carlo Giranda qui voudra répondre. Sur de Silas, la région doit-elle rendre des comptes à l'UE sur la gestion des fonds, que ce soit avant ou après la réalisation des projets? Et moi, je rajouterai en plus, est-ce que c'est vraiment très tatillon? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on a perdu de l'argent et qu'il a fallu rembourser, par exemple? Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être Monsieur Perrin, avant de… Ouais. On laissera la parole à la C'est ça. C'est vrai que, alors oui, il faut rendre des comptes. Et on est particulièrement contrôlé, soyons clairs. Et nous avons un service à la région qui s'appelle un service de l'audit externe qui est chargé de cette mission. C'est un travail qui est assez lourd, il faut bien le dire. Alors, qui dans l'absolu est complètement justifié, et il faut effectivement s'assurer que les fonds sont correctement utilisés. J'ai tendance à penser que dans un pays comme la France, qui est un pays, on va dire, déjà très bien administré, je vais procéder par cette ellipse-là, c'est vrai qu'on a parfois le sentiment que les couches s'empilent, ce qui d'ailleurs génère de la part de la région vis-à-vis, qui est autorité de gestion de ces fonds, vis-à-vis des porteurs de projets, beaucoup d'alertes, beaucoup de mises en garde, non pas pour embêter les porteurs de projets, mais parce que si, in fine, il est constaté que les fonds n'ont pas été correctement utilisés, eh bien, il faut rendre l'argent. Et là-dessus, les règles sont très strictes. Et je constate dans ma pratique quotidienne des fonds européens, parce que la mise en œuvre des fonds européens, on ne l'a peut-être pas assez dit, c'est très décentralisé. Ça, sur les territoires, nous avons à l'échelle des pays des comités de programmation qui réunissent d'ailleurs des représentants élus, des représentants des collectivités, mais aussi des représentants de la société civile. Donc ça, ce n'est pas complètement anodin non plus. Les représentants de la société civile, des acteurs associatifs, des acteurs économiques sont partie prenante dans les attributions, notamment des fonds leaders, par exemple, pour citer cela. Eh bien, nous… Les fonds leaders qui concernent le monde rural, voilà, développement rural, mais on peut faire on a à peu près la même méthode pour le FEAMP qui concerne le monde de la pêche, puisque nous avons territorialisé une partie de ces fonds. Donc là, on les gère avec les collectivités du territoire et avec les représentants du monde de la pêche, de l'aquaculture, et puis tous ceux aussi qui participent à la connaissance du milieu maritime, des universitaires, par exemple. Bon, nous mettons beaucoup en garde et nous sommes très vigilants à ce que dans le montage des dossiers, donc dès le montage des dossiers, les règles soient scrupuleusement respectées. Alors, ça a une vertu, c'est qu'effectivement, nous rendons très peu d'argent parce que les fonds auraient été mal utilisés, vraiment très peu. Et je crois que nous avons des taux… Pour l'information de nos spectateurs, par exemple, la France a dû rendre 2 millions d'euros sur un programme concernant les migrants parce qu'on ne les avait pas utilisés ou on les avait mal utilisés. Voilà, et donc la Commission ne rigole pas sur l'argent européen car c'est l'argent du citoyen européen. Absolument. Donc, on a des audits et d'ailleurs, moins on est bon élève et plus on est audité. Donc, on a intérêt à être bon élève parce que sinon, les audits se renforcent. Donc, on rend en réalité très peu d'argent. Mon inquiétude, et je la partage
avec tout le monde, c'est que ça génère une complexité, il faut bien le dire, qui est assez défavorable aux petits projets, au financement des petits projets, notamment au financement de petits projets par des acteurs de la société civile. Je reprends l'exemple des fonds leaders. Ce sont des fonds qui sont destinés autant à des collectivités, des mairies, des communes, des intercommunalités qu'à des acteurs de la société civile. Et donc, ça demande une gymnastique, c'est vrai, qui n'est pas à la portée de tous les porteurs de projets. Et il y a certains qui savent très bien utiliser ces fonds européens et qui ont acquis finalement une compétence. Et donc, il y a des projets qui sont financés. Je peux citer un exemple sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine, qui est le théâtre de poche à Édé, que vous connaissez peut-être, qui est une structure qui a développé pas mal de projets avec des financements leaders. C'est de la culture dans le milieu rural, donc on voit qu'on est sur des projets qui sont aussi structurants, qui sont à l'échelle rurale, mais il faut bien dire que c'est souvent l'exception, parce que les comptes que nous devons rendre, nous, régions, à l'État et à l'Union européenne, fait que nous sommes exigeants vis-à-vis des porteurs de projets, encore une fois, pas pour les embêter, mais plutôt pour éviter ces remboursements de fonds in fine, qui seraient catastrophiques. Et c'est vrai que ça décourage un peu la sollicitation des projets. Donc, oui, nous devons rendre des comptes. Oui, nous sommes exigeants et ça nous permet de ne pas avoir à rendre trop d'argent. De la même manière qu'il y a des exigences aussi sur la consommation des fonds, c'est-à-dire que lorsque les enveloppes sont notifiées, il faut qu'elles soient consommées. Si elles ne sont pas suffisamment consommées, à un moment donné, on a une règle qui est celle du dégagement d'office, c'est-à-dire qu'on peut devoir rendre de l'argent. Donc, il faut à la fois consommer, il faut le faire de manière très rigoureuse. Et c'est vrai que c'est un processus qui est contraint. Encore une fois, c'est normal. Il ne faut pas le contester. La grande qualité des programmes européens, c'est que c'est des programmes pluriannuels, vous l'avez dit, et quelque chose qu'on ne sait peut-être pas très bien faire en France, c'est quand il y a un engagement qui est pris sur la durée, il est tenu sur la durée. Voilà, donc là-dessus, il y a une très grande visibilité pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a des comptes à rendre qui, in fine, peuvent générer du non-recours, comme on dit. Et donc, pour les prochaines programmations, je pense qu'il faut qu'on soit sensibilisé à cela, parce que ce que je ne voudrais pas dans la fonction qui est la mienne, c'est que finalement, in fine, ça génère une mauvaise image de l'Union européenne. Encore une fois, on a financé plus de 30 000 projets, donc ce n'est pas anodin. Je voudrais qu'on puisse continuer à en financer autant, des petits comme des grands. Alors, je donne la parole à la Défense, et tout en précisant que Édé se trouve sur la route de Dinan et de Saint-Malo, depuis Rennes, pour ceux qui ne connaîtraient pas le pays brétilien. Monsieur Giranda, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est-à-dire que c'est souvent complexe de remplir des dossiers européens. C'est souvent parce que vous voulez protéger l'argent européen également. Qu'est-ce que justement vous avez à répondre à ça? C'est quelque chose dont vous avez conscience et que vous essayez de faciliter pour les régions? Alors, je voudrais tout d'abord rassurer tout le monde, parce qu'effectivement, le souci, d'une part, d'alléger la charge pour les régions gestionnaires et pour les bénéficiaires de fonds est vraiment un souci qui est constamment à l'esprit de la Commission européenne, certainement, mais aussi de pas mal d'autres acteurs européens. Alors, bien entendu, comme cela a été rappelé, au départ, il y a le souci de l'importance de rendre compte de l'argent, des fonds que les citoyens européens nous ont confiés. Il faut aussi, et cela peut, c'est vrai, peut engendrer des lourdeurs qui peuvent sembler excessives parfois. Il faut savoir que c'est pas nous nécessairement qui tenons à avoir un œil très très attentif sur la manière dont les fonds sont dépensés. Naturellement, c'est une question d'intérêt pour nous, mais derrière nous, nous avons la Cour des comptes européenne. Comme en France, il y a la Cour des comptes nationale qui est garante de la bonne utilisation de l'argent public. Et également, nous aussi, on doit quelque part rendre des comptes. Mais ceci dit,
on constate que justement dans les pays plutôt bien administrés, comme le disait très élégamment Stéphane Perrin, on constate une certaine tendance à un excès de prudence, si vous voulez, c'est-à-dire pour éviter parfois qu'il y ait des conséquences dommageables pour le territoire, pour la région, pour l'État membre, on a plutôt une tendance à surcontrôler qui vient des contrôleurs nationaux. Alors, je ne veux pas faire le procès au contrôleur français qui est coordonné nationalement, mais ceci dit, je peux vous dire que je passe pas mal de temps quand même, notamment lorsque l'autorité de gestion, donc la région, nous signale un problème d'interprétation ou alors un niveau de contrôle qui lui semble excessif, disproportionné, etc. Ou alors une interprétation sur un point spécifique qui paraît pas aller dans l'intérêt finalement des objectifs qu'on poursuit à travers les fonds, parce que c'est ça ce qu'on a tous en tête. Nous passons beaucoup de temps, et je passe personnellement beaucoup de temps avec les auditeurs nationaux français et nos auditeurs européens, justement pour désamorcer parfois des mauvaises compréhensions, les ambiguïtés qu'il peut y avoir, etc. Et on se rend compte que très souvent, on arrive à faire comprendre que sur un problème relevé par un auditeur national, il n'y a pas une mauvaise gestion, mais c'est peut-être juste un problème formel qui n'a pas de conséquences en termes de bonne utilisation de l'argent public. Ceci étant dit, je voudrais également, et pour parler du futur et de l'exigence de faire en sorte que cette charge soit de moins en moins évidente, je voudrais dire aussi que depuis pas mal d'années, la Commission a fait preuve d'une volonté constante de simplification, par exemple avec la généralisation quasiment des options de coûts simplifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de demander à un bénéficiaire de rendre compte de l'utilisation de l'argent avec des justificatifs de dépenses justifiant un investissement ou autre, etc., il y a certaines catégories de dépenses pour lesquelles on donne des forfaits sans demander de pièces justificatives derrière. Et c'est une approche qu'on conseille à toutes les régions de d'étendre au maximum, justement pour limiter au maximum cette charge. Et je voudrais dire aussi que lorsque la réglementation nous le permet, c'est-à-dire lorsque le législateur européen, donc le Parlement et le Conseil nous le permettent, nous essayons aussi d'intégrer dans les nouveaux instruments, notamment c'est le cas du Fonds pour la relance et la résilience, des remboursements sur la base simplement de l'obtention de certains résultats. Donc on ne s'intéresse plus du tout à la manière aux achats effectués, aux dépenses effectuées, mais simplement on libère les fonds sur la base de la réalisation de résultats ou de la réalisation d'activités qui faisaient partie quelque part du contrat entre la Commission et l'État membre, la Commission et la région. Alors, je vous remercie. Alors Bernard Bonneau sur le chat, l'espace conversation nous signale effectivement que il y a plusieurs élus qui racontent souvent toute la complexité du montage de dossiers dans les fonds leaders, par exemple, que ce soit du côté de Vitré avec M. Meignery ou de la mairie de Saint-Lunaire, pas très loin de Saint-Malo non plus. Avant de retourner vers Haute-Körfer, je me permets de revenir vers vous, M. Perrin, parce qu'il y a eu plusieurs questions sur la question des priorités de la région pour la prochaine programmation, justement. On nous demande quel est le montant alloué à la Bretagne pour la programmation donc 2021-2027. Ça, on a eu la réponse tout à l'heure. Hein. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a des choses en plus avec les plans de relance nationaux, notamment, et le programme REACT dont vous nous avez parlé. On nous demande également si vous avez fixé des priorités concernant la nouvelle programmation 2021-2027, puisqu'il y a eu des élections régionales récemment. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire? Alors, je sais bien que c'est le même président de région, donc peut-être qu'il y a une continuité, mais est-ce que la nouvelle majorité au pouvoir en Bretagne a son mot à dire et peut ajuster? Et puis, sur le même thème,
Sur le plan de relance, est-ce que vous pourriez nous dire également en quoi la Bretagne est intéressée? C'est Michel qui nous pose ça comme question. Est-ce que vous avez des éléments concrets? Alors, la construction sur les lignes pour la prochaine programmation, c'est en cascade, c'est-à-dire qu'il y a le cadre qui est posé dans le cadre des institutions européennes. Donc ça, c'est une négociation dans le cadre du trilogue, c'est-à-dire la Commission, le Conseil, le Parlement européen, qui s'est achevé alors, dans une période qui a été un peu compliquée, mais monsieur Girlanda le dirait mieux que moi, parce que c'est vrai qu'il y a eu des élections au Parlement européen, donc le processus décisionnel a été un peu compliqué à porter dans des délais assez courts, mais c'était normal, il y a des échéances démocratiques aussi à respecter. Ensuite, il faut que, donc, dans le cadre-là, les États membres définissent des contrats cadres, des contrats de partenariat. Donc, nous sommes aussi liés parce que la France porte au plan européen. Et c'est vrai que je me souviens avoir été dans le mandat précédent avec ma collègue Fourouz Daka qui assumait cette délégation à la Commission auprès de membres du cabinet du président Juncker. Et c'est vrai qu'il avait tendance à l'époque à nous renvoyer vers notre État membre, puisqu'il y a une partie quand même des axes qui sont portés par les États membres. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a été un peu inquiet parce qu'il y avait peut-être une tendance un peu à resserrer. Alors, on a eu la question du montant. Je vous avais dit qu'on était sur des montants équivalents, même un peu croissants. Disons que ce n'était pas la probabilité qui nous était annoncée. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru ou craint, en tout cas, qu'il y ait une baisse de ces montants de fonds européens. Et donc, c'est une très grande satisfaction que ces montants aient été préservés. Ce n'est pas anodin parce que les ressources de l'Union européenne, on le sait, ne sont pas à l'échelle de l'Union européenne. Hein. Le budget européen, on a souvent dit que c'était de l'ordre du % du PIB européen. Donc, là aussi, ayons conscience des échelles. Et une politique de cohésion, elle implique de la solidarité entre les territoires. Et donc, effectivement, quand vous êtes une région plutôt bien portante, dans un État membre plutôt bien portant, vous vous attendez plutôt à ce que, au nom de principe de solidarité qu'on peut tout à fait comprendre, les fonds soient en diminution. Donc, je ne voulais quand même pas passer trop vite sur cet élément-là important. Le montant des fonds de cohésion a été maintenu, voire augmenté pour certains. Donc, c'est plutôt une satisfaction, avant même d'ailleurs qu'on ait le plan de relance. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut noter. Ensuite, donc, il y a le contrat de partenariat qui est défini par les États membres. Et là, effectivement, nous avons craint à un moment donné que sur les actions qu'on peut financer, il y ait une forme de restriction. Et on avait notamment eu peur qu'il y ait beaucoup de fonds qui soient mobilisés sur des questions de sécurité, notamment parce qu'on était dans une période qui n'était pas celle du Covid, mais qui était une période de questions de protection des frontières. Et donc, on a eu peur à un moment donné que les fonds soient quand même orientés plutôt vers cette dimension-là, outre la transition écologique qui est assez incontournable aujourd'hui. Et globalement, le contrat de partenariat, alors je n'ai plus exactement le calendrier en tête, mais je crois qu'on est en train d'atterrir pour ce qui est de ces contrats de partenariat, va nous laisser quand même de la latitude. Et ensuite, dans ce cadre-là, donc c'est des poupées russes, nous allons avoir nos programmes opérationnels. Donc, ce sont des programmes qui sont présentés à la Commission, qui vont être votés par le Conseil régional, je crois pouvoir annoncer que ça sera à la session de février 2022, et qui vont déterminer un peu les axes. Au fond, on sera assez dans la poursuite, voire l'amplification de ce qui a été commencé grâce à ces fonds européens, c'est-à-dire vraiment être sur l'accompagnement des transitions. On est une région qui est particulièrement attendue sur le volet agricole. On est particulièrement attendu sur les questions maritimes, notamment. Et donc, sur ces axes, tous ces axes qui sont liés à la transition, qui sont aussi liés à nos propres priorités politiques, notamment la Brescope que nous avons lancée au cours du mandat dernier. Quand vous dites transition, c'est transition écologique ou transition numérique? Alors, il y a la transition écologique qui est un des axes qui va vraisemblablement s'amplifier. Et puis, la transition numérique qui va se poursuivre, même si on va être en principe dans cette période de programmation
sur la fin du déploiement de la fibre, puisque le déploiement de la fibre, c'est fin 2026. Donc, on va continuer à financer le déploiement de la fibre par du FEDER et on aura normalement terminé ce déploiement dans cette période de programmation-là. Donc, il y a ces deux sujets qui sont à l'esprit. Alors ensuite, après… Comment est-ce que vous faites, excusez-moi, juste pour être oui. un peu concret sur la transition écologique, c'est-à-dire que vous privilégiez certains types de projets plutôt que d'autres. Comment est-ce que vous définissez ça? Vous avez cette manne-là, vous avez des cadres, des sortes de rails, et puis vous essayez de voir s'il y a des projets qui rentrent dedans, ou vous invitez des acteurs à dire, bah, écoutez, si vous voulez qu'on vous aide, il faut que vous alliez sur ces rails-là. Je pense que c'est là que ce qui fait sens, c'est que la région ait les deux leviers qui sont à la fois les fonds européens et les fonds régionaux. Et nous avons annoncé que nous allions mettre en place, d'une part, une éco-socio-conditionnalité, c'est-à-dire que nous allons conditionner les aides de la région au respect d'un certain nombre d'objectifs environnementaux. Nous allons mettre en place un budget vert et nous y sommes d'autant plus incités que le plan climat qu'a annoncé la Commission européenne est aussi extrêmement ambitieux et nous invite aussi à emprunter ce mouvement. C'est-à-dire qu'au-delà simplement de la question des fonds européens, il y a quand même des objectifs. Enfin, quand on annonce la fin du véhicule thermique en 2035 et que donc vous avez parfois des outils industriels à reconvertir, je pense à PSA à côté de Rennes, à la Jeannet. Bon, bah, c'est une usine qu'il va falloir transformer et on sait qu'on le fera aussi grâce à des fonds européens. Donc, vous voyez qu'on a une cohérence nécessaire entre les objectifs politiques de la région au travers de la Brescope et demain, tirant les enseignements de la Brescope, d'un budget divers d'éco-socio-conditionnalité et puis les objectifs qui sont fixés dans le paquet climat de la Commission dont nous allons nous saisir parce qu'il nous donne aussi à la fois des objectifs, mais aussi des opportunités. J'ajoute qu'ensuite, la déclinaison fait que c'est au territoire de nous proposer des projets, pour une part des fonds, de nous proposer des projets qui sont dans ces axes. Donc après, les territoires eux-mêmes construisent une maquette avec des axes prioritaires qui s'inscrivent. Donc on poursuit les poupées russes et on arrive à l'échelle locale, qui construisent des projets avec des axes prioritaires et qui décident de mettre de l'argent plutôt sur, si je reprends les fonds leaders, plutôt sur des développements de services culturels, enfin de services à la population, ou plutôt sur des objectifs de transition plutôt axés sur l'alimentaire. Donc là, on est dans le réglage fin, in fine. Et là, ce sont les territoires qui font leur maquette pour les parties qui sont territorialisées des fonds. Et nous continuons directement, toujours pour les fonds qui sont à notre main, d'accompagner des gros projets du type de ceux que j'ai évoqués. Donc, ça sera plutôt une amplification des axes qui ont été entamés sur les transitions. Et c'est pour ça qu'il était très important, lorsque les États membres ont posé les lignes de leur contrat de partenariat, qu'on ne nous réduise pas, si vous voulez, les dépenses éligibles et qu'on garde cette possibilité-là. C'est vrai pour ne pas être désagréable avec la Commission et pour prendre aussi notre propre part des sujets, c'est que quand nous dialoguons avec d'autres régions de l'Union européenne, je pense par exemple à nos amis polonais de la région de Poznan avec laquelle nous sommes jumelés, c'est vrai qu'on a le sentiment quand on dialogue avec eux que leur région a beaucoup plus de latitude pour définir ces axes que nous l'avons nous. C'est-à-dire que finalement, cette région est beaucoup moins dépendante de son État central que nous le sommes nous. Et donc, nous avons parfois une petite difficulté supplémentaire. Je le disais tout à l'heure, quand nous allons à la Commission, on nous dit parfois, oui, mais votre État membre a fixé tel et tel objectif. Parfois, d'autres États sont dans une relation plus directe avec l'Union européenne, ce qui donne effectivement plus de latitude, alors plus de responsabilité, mais aussi plus de latitude pour définir les orientations sur les choix de financement. Oui, c'est vrai que vous avez raison de préciser que la France aime bien rajouter des couches administratives aux enjeux administratifs qui existent déjà. Aude Körfer, je me tourne vers vous désormais.
je me posais la question. En ce moment, il y a dans la région Bretagne et en Normandie notamment, nous avons des manifs de pêcheurs à cause d'un conflit avec les îles de Guernesey et de Guernsey et de Jersey, puisque le Brexit a marqué la fin, conséquence légèrement inattendue du traité de Granville. Et donc, on a résultat maintenant des problèmes avec nos licences de pêche accordées au compte-gouttes par nos amis les Britanniques. Est-ce que vous voyez une conséquence justement du Brexit pour une région comme vous? Est-ce que par exemple c'est un sujet que vous portez parce que nos pêcheurs bretons, c'est une ressource économique importante pour cette région? Est-ce que justement ça a une conséquence pour vous? Est-ce que vous travaillez dessus par exemple? Alors, avant de répondre à la question, je vais peut-être vous redire ce qui est au départ le cœur de travail en fait de la délégation. Nous, on va travailler en priorité en fait sur les politiques européennes qui vont avoir une intensité forte avec les enjeux ou les politiques régionales, étant entendu qu'on va accorder une importance particulière aux politiques qui font partie des compétences propres de la région en tant que collectivité. Effectivement, le Brexit, originellement, quand je suis arrivée en 2015 à Bruxelles, je ne travaillais pas sur le Brexit, mais depuis 2016, ça fait effectivement partie des sujets à la fois de préoccupation et de mobilisation. Avant de vous expliquer comment on travaille, simplement vous mentionner que le président de la région Bretagne était hier et aujourd'hui à Bruxelles pour, entre autres sujets, justement aborder cette problématique des intérêts locaux de la Bretagne dans cette mise en place d'un accord de commerce très global où en fait nous pouvons avoir l'impression d'être un micro-sujet mais qui est éminemment important au niveau régional. Donc comment on travaille en fait sur le Brexit? En fait, ça va me donner l'opportunité de vous expliquer simplement comment on travaille en fait. Souvent à Bruxelles, on ne travaille pas seul. On va souvent travailler avec les autres régions qui vont rencontrer la même problématique. Et donc sur un sujet comme le Brexit, naturellement, on a des échanges réguliers avec à la fois les régions françaises de la Manche, mais aussi les régions de l'arc atlantique, donc notamment dans le cadre de cette conférence des régions périphériques et maritimes dont je vous parlais au départ. On va aussi travailler dans le cadre du comité des régions. Alors le comité des régions, il y a le mot région, mais c'est bien l'instance consultative qui représente les différents niveaux de collectivité territoriale qui existent en Europe. Donc concrètement, pour la France, on va retrouver des représentants du niveau régional, départemental et municipal. Et donc au sein de cette instance, c'est une instance qui a un avis obligatoire, mais les législateurs que sont le Parlement et le Conseil n'ont pas ensuite l'obligation d'en tenir compte. Donc ça reste question de la place des régions dans le système de décision européenne, mais ça c'est une autre discussion. Et par exemple, au sein du comité des régions, notre mobilisation en tant que région Bretagne, elle est passée à la fois par de la participation à des études d'impact au niveau européen pour réussir à en fait comprendre déjà en amont et tout au long des négociations l'impact que ça allait avoir pour les territoires. Ces études d'impact, ce sont des éléments qui ont été précieux aussi pour
appuyer la demande formulée de la création d'un fonds de solidarité, en fait, pour les régions et les secteurs les plus vulnérables face au Brexit. Ça s'est concrétisé par la création de ce qui est appelé la réserve d'ajustement Brexit, qui est un outil encore tout neuf, puisqu'il a été définitivement validé au mois d'octobre. Donc là, on est dans la phase où le niveau national doit travailler sur sa mise en œuvre au maximum avec les régions, on le souhaite. Et sur cette réserve... Je vois M. Perrin doddiner de la tête pour dire oui, ce serait bien. Et voilà. Et pour vous donner un exemple, donc la région, elle a comme membre au comité des régions le président de la région. Et le président de la région a eu cette responsabilité d'être rapporteur au comité des régions sur ce dossier de la réserve d'ajustement Brexit. Et donc, dans ces cas, et là, notre rôle en tant que délégation a été d'accompagner l'écriture de l'avis du comité des régions et de veiller en fait à non seulement porter les intérêts de la région Bretagne, mais faire en sorte que la position portée reflète aussi les intérêts des autres régions européennes se sentant concernées en fait par les impacts du Brexit. Et donc nous, on travaille, là je vous donnais le cas du comité des régions, mais on fait en sorte aussi, puisque nous, on ne peut pas, comme un député européen, déposer des amendements sur un projet de réglementation. Donc nous, on va travailler notamment avec les députés pour qu'ils portent, on va dire, à notre place les amendements. Et ce qui est important vraiment, c'est de voir que les régions travaillent très, très rarement seules, parce qu'en fait, elles sont très rarement exposées toutes seules à un problème. En général, on se rend très vite compte qu'on a soit le même problème, ou bien qu'on a les mêmes filières émergentes pour lesquelles il faut réfléchir à des besoins d'harmonisation, d'éligibilité. Et donc, ce travail, il se fait à la fois dans des réseaux généralistes ou des réseaux thématiques. Alors, il y en a qui sont parfois très spécialisés, et je sais que ça étonne toujours quand on dit que la région Bretagne, par exemple, fait partie d'un réseau sur les données satellitaires. Donc, c'est un réseau qui s'appelle Nereus. Et pourtant, en fait, au niveau européen, on est, avec l'historique de télécommunications en Bretagne, une des régions les plus avancées, en fait, en matière d'utilisation des données satellitaires produites par les satellites européens et notamment le système Copernicus. Merci beaucoup en tous les cas de ce rappel. Je me suis permis de mettre dans l'espace conversation l'interview justement de Loïc Chenet-Gérard qu'il avait accordé à Radio Nantes, nos amis de Radio Nantes, il y a quelques mois, enfin un an, le 15 décembre, voilà, où justement sur l'impact du Brexit sur des régions. D'ailleurs, je vous invite à écouter Radio Nantes ou Euradio même, tout simplement, maintenant, qui est une chaîne qui est disponible sur l'équivalent de la TNT, mais pour les radios, qui est un très beau projet. Alors, j'espère que M. Perrin ne m'en voudra pas, mais après tout, est-ce que la Bretagne n'est pas à 5 départements? Mais ça, c'est un autre débat. Je me tourne vers M. Gerlanda. Alors, on commence à se rapprocher de la fin de notre conférence, de notre conférence débat, sur la valeur ajoutée des financements européens. J'avais une question un peu provoque à vous poser. Souvent, donc j'ai dit du bien, j'ai dit que vous serviez d'effet levier, c'est-à-dire que vous permettiez de faire des projets, de financer des projets qui n'auraient le petit plus qui permettait de donner le coup de boost et de se lancer. Mais est-ce qu'on ne manque pas justement peut-être de réels projets européens plus globaux où il n'y aurait que des financements européens pour
je ne sais pas moi, par exemple, je sais que la Commission finance un relais pour l'énergie un relais électrique entre l'Irlande et la Bretagne, par exemple, et le Finistère. Mais ce n'est pas un projet européen, c'est un projet, c'est un financement qui est complémentaire, Est-ce que ça, par exemple, ça ne devrait pas être finalement non pas un projet qui est géré par les régions, mais un projet qui soit géré directement par la Commission? J'en sais rien, moi, par exemple, un train entre Rennes et Varsovie. Est-ce que ce n'est pas des genres de projets qui devraient être portés par la Commission plutôt que d'être simplement dans le… On pourrait vous accuser de faire du saupoudrage, par exemple. Mais ma question est provoque, évidemment. Non, non, je la reçois sans problème. Et effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer en fait par poser quelques principes d'action concernant l'utilisation du budget européen. On a rappelé effectivement que le budget européen est à peu près à la même importance que le budget d'un État comme la Belgique, tout en devant desservir une population qui est 40 fois plus importante. Et donc, finalement, est-ce que l'Europe, avec cet argent, pourrait elle-même financer des gros projets structurants à tel ou tel endroit dans chaque pays européen, etc. Alors, je me permets juste de préciser, grâce à Aude Körfer, qui me signale dans le channel conversation qu'il existe un financement des mécanismes d'interconnexion européenne, justement pour le projet énergétique dont je parlais, et qui intervient dans les domaines du numérique et de l'énergie et des transports. Merci, Aude. Tout à fait. En fait, il existe bien entendu des projets structurants européens et par exemple, le réseau TNT, donc les réseaux transeuropéens de transport, en sont une manifestation très concrète. Ceci dit, la Commission, justement parce que son budget ne permet pas de le faire, ne pourrait pas financer la réalisation de l'intégralité de ce réseau. Donc l'approche, si on faisait ça, on en serait réduit à financer quelques réalisations ponctuelles, sporadiques, à certains endroits du territoire, dont finalement les citoyens ne verraient pas l'utilité globale, enfin la démarche d'ensemble se perdrait totalement. Donc le choix, et je pense que c'était un choix tout à fait pertinent et logique, peut-être le seul possible, est celui de dire essayons de rechercher une cohérence entre les politiques d'investissement de l'Union européenne et les politiques d'investissement des États membres, des territoires, etc., pour justement faire en sorte d'avoir un impact important qui soit ressenti par l'ensemble des territoires et créer un effet d'entraînement des investissements vers les directions qu'on s'est donné tous sur les différents thèmes, comme ça a été rappelé, la transition économique, écologique, numérique, etc. Donc l'Union européenne ne peut que définir des axes d'intervention stratégique, des objectifs stratégiques qui sont partagés par l'ensemble des États membres, mais nous avons besoin et nous recherchons le partenariat non seulement des États membres, mais des territoires pour la mise en œuvre de ces projets. Alors, je vous remercie. On commence à arriver vers la fin de cette conférence débat. J'en profite pour lire le message de Magali Potier, la directrice de la maison de Rennes et de Haute-Bretagne, de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne, qui rappelle que pour découvrir les projets bretons cofinancés par l'Union européenne, il existe un site internet de la région Bretagne dédié aux fonds européens qui s'appelle europe.bzh. Pour ceux qui ne sont pas bretons, BZH, ça fait référence à Braise, qui veut dire Bretagne en breton. Alors justement, Monsieur Perrin, pour conclure un peu cette conférence, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne justement de cette valeur ajoutée des fonds européens pour une région comme la Bretagne? D'abord qu'on finance d'abord des projets qui sont structurants, quelle que soit leur taille. C'est important de le rappeler et de le préciser, d'où mon invitation à la simplification, mais effectivement, les États membres doivent prendre leur part du sujet, mais c'est décisif parce que
on voit bien qu'on a une capacité avec ces fonds à le faire de manière importante sur des sujets qui peuvent être des sujets quotidiens. Hein. J'aurais pu prendre d'autres exemples lorsque on met des fonds FEDER sur de la performance énergétique dans des logements sociaux qui sont par ailleurs rénovés dans le cadre de la politique de la ville et que, in fine, moi je l'ai constaté à Saint-Malo où j'avais quelques attaches que vous remboursez des factures, des trop perçus de factures d'énergie à des gens parce que les logements sont mieux isolés, vous voyez bien que vous apportez même du bien-être. Et sans être très grandiloquent, relisons les premiers articles du traité sur l'Union européenne. C'est un des objectifs de l'Union européenne, travailler au bien-être de ses peuples. Donc là, on est sur la mise en œuvre très concrète de ces fonds. La deuxième chose, c'est que pour peu qu'on veuille s'en emparer et qu'on laisse de côté une petite tendance française au jacobinisme et à l'hypercentralisation, ça se fait souvent dans le cadre d'une co-construction. Alors, Haute-Corfer l'a dit, ça nécessite parfois de l'intervention directement auprès des institutions européennes. Et j'en profite pour dire qu'une des premières commandes du président Chenet-Girard pour ce nouveau mandat a été de dire à l'ensemble de ses vice-présidents, pas seulement aux vice-présidents en charge de l'Europe que je suis, qu'il fallait très régulièrement se rendre à Bruxelles. Et de ce point de vue-là, la délégation est une ressource précieuse parce que quand nous arrivons à Bruxelles, nous n'arrivons pas sur le quai de la gare en nous demandant bien ce que nous allons y faire. Nous arrivons généralement avec des programmes de rendez-vous assez denses que Aude nous a préparés et qui sont des rendez-vous qui nous permettent de faire passer beaucoup de messages. Donc, c'est la proximité qu'évoquait, qui était le thème de cette conférence. Croyez bien que c'est pas un vain mot pour ce qui nous concerne et que le président Haute-Corfer l'a dit, il était hier, aujourd'hui. Ça a été un de ses premiers déplacements aussi. Je l'ai accompagné à Bruxelles dès la fin du mois de juillet. La symbolique était là, mais ce n'était pas que de la symbolique. On a parlé de sujets assez structurants. Donc, on a, avec ces fonds européens qui s'inscrivent dans le système de valeurs de l'Union européenne, une vraie capacité à agir. Et donc, il faut que nous gardions à la fois la puissance de feu de ces fonds européens, et nous avons quelques garanties, je l'ai dit, au travers des financements, mais il faut que nous gardions aussi cette agilité, voilà, avec une capacité, encore une fois, à financer toutes ces tailles de projets. Et peut-être un des objectifs que nous pouvons nous fixer collectivement, ce n'est pas seulement le sujet de la collectivité, mais la Maison de l'Europe, que je remercie pour son travail, est aussi un des vecteurs pour sensibiliser la population à ces sujets-là. C'est que nous avons aussi un devoir de mieux faire connaître ce qu'apportent les fonds européens aux Bretonnes et aux Bretons. Il y a des campagnes d'information qui ont été déployées par la région européenne, par la région Bretagne. Il y en a eu récemment avec les Bretons. Il y a eu des campagnes d'affichage. On diffuse des petits spots en ouverture des séances de cinéma. Alors bon, les cinémas sont un peu désertés cette année, mais c'est un des canaux. Voilà, nous avons un devoir collectif aussi de mieux le faire connaître parce que j'ai la faiblesse de penser que quand les gens verront qu'à côté de chez eux, ou chez eux, à leur domicile, quand on parle de performance énergétique, ou parce qu'ils ont un moyen de transport efficace, parce qu'il y a aussi eu des financements européens sur des réseaux de transport collectif, hein, à Brest, à Rennes, que quand les gens circulent comme ça, quand ils bénéficient de ce bien-être-là, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a eu des fonds européens. Il faut le faire savoir. C'est avec l'objectif de simplification que j'ai évoqué, un des grands objectifs que nous aurons à poursuivre dans cette nouvelle programmation, parce que c'est aussi un devoir citoyen. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Merci beaucoup. Haute-Corfer, est-ce que vous pourriez juste nous dire en conclusion rapidement, déjà, où vous trouvez à Bruxelles, si on est breton, et deux, est-ce que vous pourriez nous dire justement c'est quoi vos prochains objectifs, voilà, en 1 minute? Alors, pour faire rapide, en fait, on est vraiment au cœur du quartier européen, qui est une partie de Bruxelles qui concentre les principaux bâtiments des institutions. Donc, concrètement, c'est rond-point Schuman. Ah oui, là, vous êtes au cœur du cœur. Oui, effectivement. Voilà. Vous avez la commission à droite, le bâtiment du Conseil européen à gauche, le secrétariat européen des affaires extérieures juste derrière vous. Enfin bon, bref, vous êtes au cœur.
Et voilà, c'est vrai qu'on peut être sollicité, on vous invite quand même à nous solliciter avant d'arriver au rond-point Schuman, parce que on est une petite équipe, donc il y a des moments où tout le monde n'est pas au bureau. Voilà, donc c'est important aussi. Et, et puis, moi, juste pour conclure, je crois qu'il faut que tous les acteurs se rendent compte que les institutions européennes, le niveau européen n'est vraiment pas quelque chose d'inaccessible. On a parlé de certaines difficultés techniques, mais on voit bien quand des acteurs rencontrent des difficultés, ont des questions, lorsqu'on les aide à établir un dialogue en fait avec leurs interlocuteurs, qui soient à la Commission, au niveau du Parlement, on a souvent des acteurs qui nous disent « Ah, mais je ne pensais pas qu'on nous écouterait de cette manière-là ». Et ça, je crois qu'il faut bien se dire qu'il y a une grande écoute, notamment de la Commission européenne, et qu'il faut aussi savoir que c'est très important pour les personnes qui travaillent à la Commission européenne d'avoir des retours concrets. Que ces personnes travaillent sur les fonds européens, travaillent sur des questions environnementales, des questions de pêche, etc., de savoir en fait concrètement comment ça se passe dans les territoires, dans la mesure où on ne peut pas considérer qu'une personne qui a pour mission de suivre par exemple plusieurs États membres puisse connaître le détail très fin de ce qui se passe dans les territoires. Donc c'est important aussi pour rapprocher, voilà, c'est pas seulement l'Union européenne qui doit se rapprocher, mais on a aussi la capacité à faire en sorte d'être mieux connu en fait, et ça aide après à la prise en compte des intérêts des territoires dans la conception des politiques européennes. Voilà, je vous laisse. Et je vous confirme, pour aller un peu dans votre sens, que par exemple, à la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne, il y a souvent en tant que centre Europe Direct, il y a souvent des questionnaires pour la Commission, etc. Et je peux vous dire qu'à la représentation de la Commission européenne à Paris, ils les lisent réellement, tous ces questionnaires, et ils les remontent ensuite à Bruxelles. Donc c'est quelque chose de très important, effectivement, et où il y a vraiment, ça marche vraiment dans les deux sens. Alors justement, je parlais de Bruxelles. Monsieur Gerlanda, en une minute de conclusion, qu'est-ce que vous voudriez nous dire? Très rapidement, pour aller vraiment dans le sens de ce qui vient d'être dit, pour dire que effectivement c'est un plaisir de notre côté de travailler avec des interlocuteurs qui sont engagés, qui sont passionnés, et c'est dans l'échange mutuel effectivement qu'on arrive à faire avancer les dossiers très importants pour la Bretagne, pour l'ensemble des pays européens, vraiment dans un esprit de coopération. Et je voudrais dire aussi, pour rebondir sur ce que Stéphane Perrin disait, et pour abonder dans ce sens, pour dire que vraiment l'Europe est l'affaire de tous les Bretons. Et donc, je souhaite vraiment que tous les citoyens, tous les Bretons s'investissent aussi finalement dans la connaissance des modes d'intervention de l'Europe, de ce que l'Europe peut faire dans la région, parce que c'est un instrument, je pense, assez puissant, finalement dont les régions peuvent faire usage. Et donc, la connaissance et finalement la confiance qu'on a nouée au fil des années vous garantit quelque part et une promesse d'efficacité dont les Bretons doivent s'emparer. Ils le font très bien et il faut continuer à le faire. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vais passer la parole finale à Michel Dorin. Michel, on m'avait dit 19h30, il est 19h30. Voilà, donc on a tenu l'horaire. N'hésite pas à brancher ton micro si tu veux qu'on t'entende. Et notamment, j'aimerais que tu puisses J'ai eu plusieurs messages positifs sur la qualité de la conférence. Donc ça, c'est chouette. Merci à tous ceux qui ont participé. Et donc, notamment pour la prochaine conférence. Et merci beaucoup de l'invitation. J'étais très content de modérer cet échange. J'ai appris des choses en plus. C'est formidable. Bonsoir à tous. Je vais
pas mis mon micro, mais c'était en train de dire justement que les messages qu'on avait étaient des messages de grande satisfaction pour la qualité de vos interventions à tous les trois, et aussi, je pense, à la qualité d'animateur de toi, Fabien. Donc, nous en sommes très satisfaits, bien évidemment, en tant que Maison de l'Europe. Moi, je voudrais faire la synthèse de la synthèse, juste en 2 mots et en 2 phrases. J'ai compris une chose, que l'Europe ne coûtait pas cher, c'est 1% du PIB de grosso modo, voilà. Et que par contre, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure Stéphane Perrin, c'est que grâce à l'Europe, on a une puissance de feu extraordinaire dans nos régions. Donc finalement, ça veut dire qu'avec pas grand-chose, on peut arriver à faire beaucoup. Et je trouve que ça, c'est, je dirais, le fin mot de l'histoire. Ça, c'est, à mon sens, c'est ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit. La deuxième chose, c'est quand on vous voit fonctionner tous les trois, Stéphane Perrin, Aude Körfer, Carlo Girlanda, on se dit, ben Bruxelles, c'est la banlieue de Rennes. Donc, mais quelque part, il faut simplement se connaître. Et je crois, et moi c'est ce que j'ai retenu, c'est que je me rends très bien compte que d'abord, la Bretagne, soit aussi bien à Rennes qu'à Bruxelles, avec Aude Körfer, connaît bien tous les rouages et le fonctionnement de l'Union européenne, mais ça, il faut le savoir, comme on doit connaître, nous, les fonctionnements et les rouages de notre État français, de nos départements, de nos communes. Et de l'autre côté, je trouve, et ça, merci à vous, Carlos Giallanda, on sent aussi une proximité de ce que l'on appelle, vous savez, les fonctionnaires de Bruxelles. C'est abominable, ça, Carlo. Il faut pas écouter. Les fonctionnaires de Bruxelles, la connaissance de ces personnes face à chacune de nos régions. Et quand on regarde la quantité de régions qu'il peut y avoir au niveau de l'Union européenne, chacune dans un État qui fonctionne de manière différente, avec des collectivités territoriales, régionales, nationales, qui également ont leur propre mode de fonctionnement, et bien je dis, finalement, l'Union européenne est quand même souple et interactive. Donc, merci à vous. Comme je l'avais dit en exergue, c'était la première de nos conférences. Celle-là, elle était faite par visio. Les suivantes seront faites en présentiel, si le Covid-19 veut bien nous l'autoriser, mais il faut être de toute façon optimiste, hein, on va le faire. Donc, dans l'ensemble de ces conférences, on leur avait mis comme titre « L'Europe est notre avenir », qui peut se décliner de 2 manières. L'Europe est notre avenir, point d'interrogation, ou l'Europe est notre avenir, point d'exclamation. Et je pense, moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas à se poser de questions sur est-ce que notre avenir est au sein de l'Europe? Non, l'Europe est notre avenir futur. Mais ça, c'est quand même, si je suis président de la Maison de l'Europe, vous vous doutez bien que je ne peux pas vous dire autre chose et j'en suis intimement convaincu. Quels sont nos nouveaux rendez-vous? Eh bien, il y en aura 4. Ils se situeront dans 4 territoires, puisqu'on descend, je dirais, on ne veut pas faire tout cela à Rennes, mais on descend donc dans les territoires au niveau de notre département, donc à Saint-Malo, à Vitré, à Maine-Roque et à Montfort-sur-Meux, communauté, et sur des thématiques qui seront des thématiques qui sont défendues, qui sont traitées par l'Union européenne. Ces thématiques, c'est l'international et l'innovation, c'est l'agriculture et l'environnement, c'est l'économie et le social, et enfin la citoyenneté et l'égalité. Vous voyez qu'avec ça, on a un ensemble de questionnements sur lesquels on espère apporter des réponses. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure et les relations entre la région Bretagne enfin, les collectivités, les fonds FEDER, FEADER, etc., eh bien nous, si nous faisons ça aujourd'hui, c'est parce que nous avons répondu à un appel d'offres de la Commission européenne, que cet appel d'offres a été accepté et validé. Désolé Michel, ton micro a sauté. Merci. Effectivement, je ne sais pas comment il l'a fait, il a dû faire ça tout seul. Bon, mais donc tout ça pour dire, parce qu'on veut être en proximité du territoire. La Maison de l'Europe, c'est 14 relais répartis sur le département de l'Ille-et-Vilaine, et c'est surtout parce que aussi nous avons porté ces différentes thématiques qui sont à la fois portées côté région et côté Union européenne. Encore une fois, merci à vous tous. Je suis vraiment très heureux que nous... Décidément, ce micro cherche à te censurer. Ah oui. Et donc, je vous dis
À la prochaine fois en présentiel, sachant qu'il y aura d'autres visioconférences que nous mettrons en œuvre, mais sur d'autres thématiques. Merci à vous, très cordialement et très chaleureusement. Merci, au revoir. Merci à tous. À Et très bonne bientôt. soirée à tous. Merci à vous, au revoir. Merci et grand merci Fabien pour l'animation. Je t'en prie.